que nous arrivons au terme de ce mini-cycle consacré à ce méga problème de la couleur, comme je l'ai dit ou écrit, et où le problème de la couleur, prétendre parler du problème de la couleur en 3 séances, ça veut dire absolument refaire toute l'histoire de l'art en 3 séances, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas de questions qui se posent en peinture qui ne mettent pas en jeu les questions de la couleur, qu'elles soient présentes ou pas d'ailleurs, parce que, par exemple, vous avez des... vous avez des graveurs qui ne gravent qu'en noir et blanc, et moi j'ai une amie qui est dans ce cas et qui me dit que dans ses tirages elle voit des couleurs, et pas du tout parce qu'elle fait du soulage, hein, non, ce sont des gravures en noir et blanc, et donc il y a une espèce de projection. Bon, on pourrait en discuter, ce serait intéressant. Et en effet, je suis tout à fait convaincu de ce qu'elle dit. Hein. C'est pas simplement une manière de dire. Bon, alors d'abord, après cette brève introduction, qui n'introduit pas grand-chose d'ailleurs, une petite rectification. Hein. Barnett Newman, il y a un seul N. Hein, ça ne s'écrit pas avec 2 N, mais avec un seul L. Je me suis aperçu avec effroi que je l'avais écrit avec 2 N. J'ai failli m'enfiler mon épée au travers du corps. Et puis au dernier moment, je me suis dit, il vaut mieux raturer en rouge. Alors, à propos de rouge et de vert, dans le fond, tout ce que j'ai dit la dernière fois, ça tient là-dessus, hein, c'est-à-dire une macule de rouge, une macule de vert, et dans le fond, tout y est, tout sort de là. Quand on parle de la théorie des couleurs, alors, si vous voulez, je peux vous le faire passer, mais enfin, vous pouvez réaliser vous-même un faux et réfléchir sur la question. Bon, par ailleurs, je suis désolé de mettre un bémol sur le bel enthousiasme du préambule qui a été fait par Michel Munoz à propos de l'image, parce que l'image, ça n'est pas la même. L'image, en effet, il s'agit du même tableau, de la même œuvre au sens extensif du terme, mais ça n'est pas le tableau, ça n'est pas le chahut de Seurat que vous avez vu la semaine dernière. C'est une étude pour le chahut de Seurat. Et je vous l'ai amené pour 2 raisons. La première est une raison de caractère technique. Donc, je n'y reviens pas. Je n'y reviens pas parce qu'on ne va pas se remettre dans les problèmes qui étaient les problèmes de la semaine dernière. En revanche, à la fois, on fait un rejet, un enjambement sur les problèmes de la semaine passée, et on passe aux problèmes de cette semaine. Vous voyez, c'est fin hein, comme transition, parce qu'il va être question à la fois du système chromoluminariste de Seurat et du problème qui nous préoccupe cette fois-ci, c'est-à-dire le problème de l'espace. Alors, là encore, si on parle couleur et espace, on retombe exactement dans la même difficulté que la difficulté générale. C'est-à-dire que quand on parle de couleur, d'espace, et quand on parle d'ailleurs des problèmes antécédents que j'ai développés les 2 séances précédentes, on est dans dans une vibration constante. On ne peut pas séparer les problèmes de la couleur des autres problèmes de l'histoire de l'art. On ne peut pas tout autant séparer les problèmes de l'espace par la couleur des autres problèmes de la couleur. Ils sont mêlés. Et le tableau que je vous montre ici, qui est
conservé à Buffalo, d'ailleurs c'est écrit sur votre papier, qui est une étude, montre bien cette affaire-là. C'est-à-dire que d'une part, vous avez la technique de Seurat, c'est-à-dire la technique chromoluminariste, dite pointilliste, et vous voyez à quel point c'est pas plus pointilliste que quoi que ce soit. Peut-être qu'on voit mieux dans le fond la transition qui fait qu'on passe dans une étude qui est plus, je dirais, peut-être plus rapide, plus économique, je dirais plutôt, avec des macules qui sont quand même d'une dimension assez grande, qui font presque penser aux macules de couleur, mais pas tant quand même, hein, sans aller jusqu'au point où va Matisse, mais quand même des touches allongées d'une assez grande dimension et naturellement bien supérieures à celles du tableau final. Ce qui nous met dans la tête déjà que le travail que Seurat opère pour un de ces tableaux est un travail considérable. Vous imaginez, point par point, couvrir des surfaces considérables, et encore une fois, la plupart du temps, alors je vous ai expliqué pourquoi, comment, etc., à la lumière du gaz. C'est-à-dire, sans peindre, c'est quasiment peindre à l'aveugle. Mais c'est pas aveugle parce que les yeux sont retournés non pas vers l'imaginaire, mais vers la technique de la couleur. Vous voyez ? Bon, encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Donc, l'effet global est quand même le même. Il s'agit bien d'une étude, il s'agit bien d'une étude qui est proche du tableau. Le tableau est plus poussé encore, le tableau terminal est plus poussé du côté de la caricature, hein, notamment avec la gesticulation des personnages. Bon, ici, bon, ça va, mais même le bassiste, là, hein, qui, dans le tableau final, fait plus penser au bassiste de certains live shows que ce que vous voyez ici, qui est assez statique. Bon, peu importe. Encore une fois, voilà pour la couleur. Mais ce dont je n'ai pas parlé la dernière fois, et c'est pas du tout que j'avais oublié ou que j'avais pas envie, et parce que je voulais pas justement déflorer le sujet d'aujourd'hui, c'est la question de l'espace. La question de l'espace, bon, il y a un espace propre qui est donné, j'en ai parlé un petit peu à propos de Matisse, peut-être je vais y revenir, oui, par les lignes, etc., par l'agencement propre de l'espace. Ce dont je voulais parler ici, et je n'aurai pas l'occasion d'y revenir après, c'est du cadre. Le cadre, naturellement, lorsque vous regardez un livre d'art, et peut-être même d'ailleurs lorsque vous allez dans un musée, le cadre, vous n'y prêtez qu'une intention secondaire. Peut-être d'ailleurs avez-vous raison, parce que quelquefois les cadres sont des cadres qu'on a mis là pour des questions circonstancielles. Je me souviens être allé au musée de Grenoble lorsqu'on en a fait la réouverture sous la férule de son directeur et que j'ai vu les tableaux qui avaient été complètement redorés, ce qui est peut-être pas une faute, mais on a voulu faire très riche, et ces tableaux-là, ils étaient tous pareils. Or, la dorure au cours des âges, ça a changé, et puis la teinte, hein, disons, de la dorure, elle est intéressante en fonction du tableau. Il n'y a qu'à lire la fameuse lettre à Chanteloup, donc où l'on parle de cette corniche qui a un rôle de séparation de l'espace propre du tableau à son entour, et
on s'aperçoit que Poussin a un soin très grand de cette frontière qu'il y a entre la partie interne du tableau et la partie externe. Donc quand vous voyez dans un musée comme celui-là tous les tableaux qui sont dorés exactement tous de la même façon, c'est déjà effrayant, parce qu'il y a un côté de répétition qui est proprement caricatural, et en même temps, quand ça imite parfaitement la matière plastique, je dirais, c'est encore bien pire. Alors, il faut faire attention à tout cela. On parlera tout à l'heure de Pierre Soulages. Pierre Soulages, encore à l'heure actuelle, est tout à fait attentif à ces organismes qui ne sont pas proprement la surface de la toile, sur quoi tous les regards sont braqués, mais qui sont sur les environs immédiats de la toile et, je dirais, les organismes qui font partie de ce qu'on appelle un tableau. Un tableau, c'est pas seulement, bien entendu, la représentation. La représentation, c'est un peu la couche superficielle, comme la peau d'un oignon, et puis il y a tout le reste à l'intérieur. C'est ce que dit... enfin, moi j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, que ce qu'on voit d'un tableau, c'est la trace laissée dans l'espace-temps d'un processus qui est le processus proprement artistique. Je crois que Paul Klee, qui est naturellement un de mes grands, comment dirais-je, inspirateurs, maîtres, etc., exceptionnel, se serait exprimé, et s'est exprimé d'ailleurs là-dessus en d'autres termes, mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est le procès, si vous voulez, c'est ce qui amène, si vous voulez, et il faut bien qu'il reste une trace dans le temps et dans l'espace du travail d'un artiste. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs dans l'art contemporain. Dans l'art contemporain, vous avez quelquefois un travail conceptuel qui est gigantesque et il en reste quelque chose de très très minimal en surface qui rend presque impossible le retour en arrière si on ne fait pas partie de l'élite des initiés. Voilà. Alors, évidemment, tout ceci pour vous amener à regarder de manière attentive le cadre. Et le cadre, en fait, il y a deux choses, hein, c'est fabuleux ça, ce travail. Il y a donc le tableau proprement dit, avec son système et ses couleurs, et puis vous avez une frontière qui est délimitée très fortement en son entour, et cette espèce de petit espace transitionnel qui appartient à la surface du tableau, hein, qui n'est pas hors de la surface du tableau, mais qui, naturellement, sémantiquement, fait rupture avec l'espace du tableau, qui est sémantiquement, encore une fois, en bonne sémiologie, si vous voulez, on peut se demander quel sens on peut donner à ça. Alors le sens qu'on peut donner à ça est un sens qui est tout à fait différent du sens qu'on peut donner à ce qui est à l'intérieur. Parce que le sens de ce qui est à l'intérieur, c'est quand même du domaine de la représentation, plus ou moins abstraite, bien entendu, hein, puisque, encore une fois, représentation et abstraction, à mon sens, ça n'est pas du tout antagoniste, bien entendu. Au contraire, je veux dire, toute représentation suppose précisément une abstraction. Et là encore, je m'appuie sur Matisse pour dire une chose pareille, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, on dit ce problème est un problème de terminologie. Rien du tout, c'est un alibi dans lequel les critiques et les historiens d'art, derrière lequel se réfugient pour ne pas aborder le problème. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Donc, ces questions doivent être examinées, je dirais, au cas par cas. La sémiologie, encore de ce tableau, est une sémiologie tout à fait particulière qui nous amène à réfléchir sur à la fois l'articulation et
la solution de continuité qu'il peut y avoir entre ces deux parties-là. Pour moi, je pourrais vous parler de ça pendant 1 an quasiment. C'est-à-dire comment est-ce qu'il est concevable, si vous voulez, qu'il y ait à la fois articulation et solution de continuité. Je crois que les sémiologues devraient réfléchir à cette question-là. Comment, justement, les choses qui apparaissent d'une logique folle dans le raisonnement mathématisé sont mises absolument en déroute par ce qu'inventent les peintres. Les peintres ont fait ça constamment, n'est-ce pas? Les cubistes se sont amusés constamment à mettre en déroute, si vous voulez, la cohérence des signifiants à l'intérieur du tableau, notamment en opposant, en articulant, si vous voulez, plus ou moins de manière boiteuse. Enfin, pour eux, c'était pas boiteux, au contraire, ils ont opéré la suture entre le système linguistique et le système iconique, c'est-à-dire entre l'écriture et la représentation. Bon, alors ça nous emmènerait un petit peu loin, mais vous voyez, là, ça c'est une piste énorme à suivre et qui fait partie des inventions de l'art. Je me fiche que ce soit de l'art contemporain ou de l'art médiéval, c'est pas ça la question. Les problèmes se posent lorsqu'ils arrivent et c'est pas une question de contemporanéité. La contemporanéité, c'est la manière dont on les aborde, évidemment. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est là qu'est la contemporanéité, hein, et pas du tout dans ces installations ou ces manifestations artistiques qui reprennent ad nauseam les inventions de Marcel Duchamp. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'invention à l'heure actuelle, naturellement, dans le domaine de l'art, hein, il faut faire le tri. Je vous le montrerai tout à l'heure, comme disait le loup de l'histoire. Deuxième saut qualitatif, si vous voulez, c'est quand on passe au cadre. Parce que là, ce que vous voyez ici, c'est véritablement un cadre. Vous voyez que le cadre, il ressemble de la même façon, si vous voulez, que la bordure ici ressemble, le cadre ressemble à la bordure, et là encore, il y a une transition, il y a encore une fois une rupture et une articulation, etc. Et alors, on repense encore à Poussin. Pourquoi ça? C'est justement parce que, je vous rappelle le coup de la boîte de cigares dans laquelle peignait Seurat, il y a l'espace propre du tableau, et puis il y a ce qu'il y a à côté. Alors il faut penser aussi à ce que verront les gens qui vont regarder les tableaux, parce qu'eux aussi vont être soumis à ça. Quand ils verront le tableau dans un musée ou quelque part, ou chez un collectionneur, il va y avoir le tableau proprement dit et le reste. Donc le tableau, il est à la fois un espace qui est un espace qui doit conserver son homogénéité, mais en même temps qui doit se dilater je dirais, à l'espace tout entier. D'une certaine manière, je dirais qu'il y a peut-être, certains pourront trouver que je pousse un peu loin, mais il n'y a pas une énorme différence conceptuelle là-dedans entre le travail de Seurat et le travail de Mondrian. Mondrian, dont de manière, je dirais, provocatrice, catastrophique, mais je ne l'ai pas fait exprès, hein, je ne fais pas de la provocation pour faire de la provocation, c'est simplement parce que je suis obligé de faire des choix. Eh bien, je ne vous parlerai pas aujourd'hui, je vous en ai parlé la première fois, et je vous en ai parlé sous un autre angle que celui de l'espace. Ça aurait été important que je le fasse du point de vue de l'espace. J'ai prudemment évité de le faire, parce que rien que là-dessus, ce n'était pas une séance entière qu'il fallait parler, mais plusieurs. Alors donc, je me suis abstenu. Voilà. Donc, retenez cet espace tampon, retenez la relation à Poussin. Hein, c'est pas histoire, là encore, de faire de grands machins dans l'histoire de l'art. C'est une question, encore une fois, de sens. Je pourrais, d'ailleurs, vous montrer des fresques
Alors peut-être que Seurat a vu ces fresques-là. Il fut un temps dans mon existence lointaine et passée où j'ai fait des recherches sur les cycles peints, comme disait, les cycles peints, comme disait André Chastel. Donc il m'avait fait travailler sur les cycles peints en Toscane, et j'avais relevé très précisément cette sorte de bordure qu'il y a, et c'est curieux parce que personne n'en parle jamais, à la limite des fresques, si vous voulez, il y a non seulement des corniches et des colonnettes qui séparent les panneaux les uns des autres, n'est-ce pas? Mais il y a aussi au bord de la fresque un petit liseré exactement le même que celui que je vous ai montré ici, et qui sépare justement l'espace propre de la fresque de l'espace. Et ça, personne n'en parle. Je trouve que c'est un peu étrange parce que, là encore, je crois que... alors évidemment, c'est peut-être compliqué. Quand on va voir un tableau, est-ce qu'on va faire de la sémiologie? Écoutez, on fait ce qu'on veut. De deux choses l'une, il y a des gens qui aiment qu'on leur raconte des histoires, c'est parfait, ils ont raison. Poussin, il a raconté des histoires. La manne, la fuite de la Sainte Famille en Égypte, on peut écouter ça avec ravissement, regarder, on dit oui, en effet, l'âne est bien représenté, c'est un bel âne, etc. Et puis, on peut aussi se poser les problèmes de l'art d'une autre manière. C'est-à-dire en quoi ça nous concerne en tant qu'être humain, réfléchissant, inventant et savant, sachant, je veux dire. Quand je dis savant, je veux dire sachant, c'est la même chose. Savant, sachant. Sachant, savant. Alors, moi je pense que cette réflexion qu'en tant qu'historien de l'art, j'ai faite au cours de mon existence est quelque chose qui m'a apporté absolument sur le savoir en général. Et je crois que les hommes sont des êtres, si vous voulez, qui ont une appétence pour le savoir, sauf lorsqu'ils veulent s'abrutir à des choses qui les en détournent. Bon, voilà, le chahut, la séance de chahut nous a mené un peu sur ces considérations, mais encore une fois, j'insiste sur ce petit truc-là, et qui nous met tout droit dans un problème d'espace. Le problème, l'espace du tableau, l'espace fin du tableau, et l'espace du tableau dans notre espace euclidien, tridimensionnel, expérimental, etc., etc. Alors, on revient, bien entendu, à celui-là, puisque j'ai dit que c'était le fil rouge, et donc on revient au fil rouge. Alors, cet espace, si vous voulez, alors vous voyez, là, c'est dommage, normalement, à partir de dorénavant, comme on dit, comme on ne dit pas, mais pour les séances antérieures, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai toujours fait très attention à vous montrer le tableau avec le cadre. Or, lorsque vous avez des reproductions dans les catalogues, ou même dans le site des musées en France, le cadre il est soigneusement éliminé, ce qui est une erreur totale. Donc, malheureusement, j'ai pas, sauf une toute petite lisière que vous percevez en haut, j'ai pas ici le cadre. Donc, on va s'en tenir simplement à l'espace propre du tableau. Et vous voyez que, alors, évidemment, c'est pas véritablement la couleur, encore que oui, puisque cette arabesque dont je vais vous parler est une arabesque colorée. Mais vous voyez que le tableau, il est construit par divers éléments. Et parmi ces éléments, il y en a un qui est souverain, c'est l'arabesque. Et on voit d'ailleurs à quel point Matisse a insisté sur l'arabesque. Naturellement, il y a aussi l'arabesque des corps, les arabesques des corps. Je vous rappelle que l'arabesque, ça, c'est un nom qui est polysémique, bien entendu.
on peut parler de Candeloro sur la glace, on peut parler des danseuses de l'opéra et de leurs arabesques, mais l'arabesque, selon comment dirais-je, les codes de l'histoire de l'art, ou tout au moins les vocabulaires, en fait, l'arabesque, c'est la ligne de contour des objets. Hein. On parle en particulier de l'arabesque des corps. Mais, bien entendu, on ne peut pas non plus se départir d'utiliser ce terme lorsque l'arabesque est, je dirais, libérée de la représentation des objets. Alors vous allez me dire que là je tire un petit peu sur la ficelle, puisque cette arabesque-là, dans le fond, ce qu'elle enclôt, ce sont bel et bien des objets. Mais ça n'a pas toujours été, je ne sais pas, je ne crois pas vous avoir montré un tableau de Duccio, qui est certainement un de mes tableaux préférés, et qui est un tableau qui se trouve à la Pinacothèque de Sienne, qui est un tout petit tableau, qui est à mon sens, pour une fois je vous donne mon sentiment, qui est une merveille. J'ai demandé pendant 30 ans à mes étudiants d'aller me le voler, il n'y en a pas un seul qui a osé le faire. Bon, peut-être que je vais ce soir déclencher des vocations. Il y a une vierge, cette vierge dite la Vierge aux franciscains, où il y a le manteau est une espèce de plaf, de placard bleu, comme ça. Et puis, à l'intérieur de ce placard, j'aurais dû l'amener quand même. Enfin, je la garde pour moi. Il y a un liseré, si vous voulez, qui vient dessiner une arabesque à l'intérieur du manteau. Et cette arabesque, elle détermine tout dans le manteau. Sa forme, son mouvement, son espace. Donc l'arabesque, elle est inductive en quelque sorte, puisque l'arabesque est une courbe tridimensionnelle, en tout cas ici, elle induit quelque chose qui est de l'ordre des 3 dimensions. Et dans le tableau de Duccio, il y a l'opposition du doré et du bleu, donc on est encore dans le problème de la couleur et de l'espace, évidemment. C'est le rapport contrasté, en quelque sorte, de ce doré, doublement contrasté. Hein. Je vous ai dit la dernière fois que le doré est une chose, la peinture, la couleur, je veux dire, en est une autre. Le doré, c'est l'application d'or, hein, de la poussière peut-être, dans un médium, mais c'est véritablement de l'or. Et ça n'est pas une imitation de l'or comme le recommandera Vasari. J'ai rappelé encore une fois Vasari, encore une de mes grandes références, et on ne peut pas éviter Vasari lorsqu'il condamnait justement ces méthodes du passé, en quelque sorte, les méthodes gothiques, gothique étant un mot qu'il utilisait de manière péjorative, hein, c'est pas lui qui l'a inventé, on dit que c'est lui qui l'a inventé. Gothique, ça veut dire sauvage, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, lui, qui était un homme du XVIe siècle, il pensait que, évidemment, la peinture ancienne était une peinture qui était une peinture primitive. Mais peut-être qu'il pensait, mais sûrement d'ailleurs, il ne pensait pas ça de Duccio, d'ailleurs, il l'a dit de manière extrêmement claire. N'empêche que Duccio était prisonnier des méthodes de son époque. Eh bien là, vous avez une espèce de Duccio revisité, c'est-à-dire que vous avez cette grande arabesque qui décide de ce que va être l'espace du tableau. Mais il n'y a pas que l'arabesque. C'est-à-dire que l'arabesque, elle existe, et puis il y a quand même... Parce que lorsqu'il y a ces éléments, l'arbre, les corps, vous voyez ça qui joue le rôle d'un enfoncement profond dans l'espace que les autres choses ne jouent pas. Vous voyez, même d'ailleurs le corps allongé, là, il est quand même parallèle au plan du tableau, celui-là aussi. Il n'y en a pas qui viennent comme ça faire un enfoncement. Le tableau, le bateau, oui. Donc il y a cette espèce de tridimensionnalité un peu habituelle dans les tableaux, hein, longueur, largeur, hauteur, hein, et donc c'est un petit peu le même, enfin c'est très loin, mais enfin il me vient à l'idée ce que je vous avais dit à propos de Manet,
la position des pieds, la petite ombre, la petite signature, etc., qui restituait dans la tridimensionnalité, hein, là où visiblement Manet avait voulu au contraire l'effacer, mais on laissait quand même quelques rudiments. Là, ce qui donne cette tridimensionnalité, c'est d'une part l'arabesque, d'autre part un petit peu ces éléments-là qui viennent faire un premier plan qui va s'opposer au lointain, donc proche, lointain, donc ça redonne de la tridimensionnalité, et c'est peut-être surtout la perspective des couleurs aussi. Donc, là, j'en viens donc à un autre plan, c'est-à-dire toujours dans l'affaire de la couleur et de l'espace, c'est qu'il existe une perspective, j'ai parlé de plusieurs perspectives depuis le début de ces séances, hein, la perspective Pingendi, la perspective des peintres, etc., etc. Et maintenant, j'ai parlé aussi, à propos de Léonard, j'ai parlé de la perspective atmosphérique, je parle maintenant de la perspective des couleurs. C'est plus, je dirais, c'est plus, enfin, à la fois traditionnel et puis plus appuyé aussi sur la théorie des couleurs telle que nous l'avons évoquée. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui d'ailleurs peut être complètement inversé, parce que ça, je veux dire, tous les principes que l'on donne à propos de la vision, ils peuvent être inversés. Hein. Je n'en dis pas plus, il faudrait que je vous fasse la démonstration. Mais il y a des couleurs qui sont dites chaudes et des couleurs qui sont dites froides. Jusqu'à présent, je n'ai pas abordé ce problème. Mais lorsqu'on regarde le cercle de Chevreul, le cercle de Newton, ou les cercles autres qu'on a fait depuis et qui sont plus proches, enfin, j'ai parlé de la double triangulation de Delacroix aussi, vous vous souvenez. Donc il y a cette opposition entre les couleurs chaudes qui sont autour du rouge, du jaune, etc., et les couleurs froides qui sont du côté du bleu, du vert, etc. Bon, alors, d'où vient cette dénomination de chaud ou froid? Donc il y a, je veux dire, une explication qui est simple, qui est psychologique, n'est-ce pas, physio-psychologique, c'est que le feu c'est chaud et la flotte, l'eau, la glace, tout ça, c'est plutôt bleu, et le feu c'est rouge, hein, je ne l'ai pas précisé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ils ont intérêt à se méfier. Et que donc cette dénomination de chaud et froid deviendrait de là. Le problème, c'est que quand on regarde, quand on mesure les longueurs d'onde des radiations lumineuses, on s'aperçoit que ça correspond bien à quelque chose de calorifique et de non calorifique. Hein. L'infrarouge, comme vous le savez, c'est calorifique. Et quand on va de l'autre côté des lumières, si vous voulez, ça perd en intensité calorifique. Donc, si vous voulez, la sagesse des nations et l'impression, en quelque sorte, vague que l'on a, ça correspond bien à quelque chose qui est un peu plus physique. Bon, là encore, je n'entre pas dans les détails, c'est une discussion un peu complexe malgré tout. Mais là où les physiciens, que je sache d'ailleurs, ne disent pas ou disent pas grand-chose, ou j'ai oublié, et bon, peu importe, c'est sur la perspective. C'est-à-dire que ce qui est dit par les peintres et les physiologues, etc., de la vision, c'est que lorsque l'on juxtapose une couleur chaude et une couleur froide, la couleur chaude fait relief sur la couleur froide. Les froids semblent s'enfoncer dans le tableau, les chauds semblent passer au-devant. Et c'est exactement un petit peu ce qu'a fait Matisse ici, c'est-à-dire qu'il a réchauffé les premiers plans. On ne peut pas dire pour un peintre que ce soit pas sciemment, n'est-ce pas, comme les robes qu'il a pu mettre aux dames d'Alger, etc. Là, c'est tout à fait sciemment qu'il habille les froids dans le fond. Vous voyez, ça va jusqu'au vert, qui est une couleur un peu... Bah, il y en a aussi au début, hein, bien entendu. Un peintre n'est pas quelqu'un qui est un marchand de couleurs, qui va dire, bon, bah, puisque c'est
les chauds, je vais mettre tout au premier plan, et les froids, je vais mettre dans l'autre. Dans l'ombre, bien sûr, il y a des oppositions ici. La mer, elle est bleue, mais vous voyez, elle est bleue chaud, hein. Mais en même temps, si vous voulez, là, il y a du chaud aussi, c'est le soleil qui va... Donc, il y a des espèces de mouvements comme ça, d'animation dans le tableau. Il n'empêche qu'avec ces mouvements d'animation, il y a une structure qui oppose du chaud et du froid, globalement, entre les proches. Alors, voilà un nouveau point, si vous voulez, que je n'avais pas abordé. C'était le problème de la perspective des couleurs. Il fallait bien que j'y vienne. Et mon tableau, celui de Matisse, m'a bien servi, naturellement, à faire cela. J'aurais pu le faire avec 150 autres tableaux, bien entendu, mais comme celui-là, c'est mon fil conducteur, je m'y tiens. Alors, il y a une autre perspective, bien entendu, c'est la perspective des ombres. Alors, qu'on ne me dise pas que je sors de mon sujet, parce que l'ombre, c'est la privation de la lumière, et la privation de la lumière, c'est la privation de la couleur. Alors évidemment, c'est une manière négative, enfin en négatif, pas négatif, en négatif, de parler de la couleur que de parler de son absence. Mais puisqu'on parle d'espace aujourd'hui, qu'on parle de l'espace de la couleur, on ne peut parler que de l'espace de la couleur qu'en passant par la perspective des ombres. Alors voilà, la perspective des ombres, c'est un truc extrêmement compliqué, ça a l'air de rien comme ça, mais je me souviens d'une époque où, en relation, si vous voulez, avec les épreuves du concours d'entrée à l'école centrale, je me souviens qu'il y avait des croquis d'architecture qui étaient exigés des candidats, en un temps d'ailleurs absolument stupéfiant. Bon, aujourd'hui, avec un ordinateur, on ferait ça très rapidement, mais avec des lavis de couleurs et des tire-lignes et autres compas, c'était un petit peu plus compliqué. Donc l'exercice consistait à donner une façade à des aspirants à l'entrée à l'école centrale et puis dire de représenter les ombres portées. Or, les ombres portées, c'est un travail mais titanesque. Regardez ici, voilà, vous avez un cube qui est une figure très simple. On va l'éclairer avec une lumière solaire. Peu importe, là je ne parle pas de la qualité de la lumière solaire, je parle simplement de sa dimension d'éclairement. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais je le dis aujourd'hui, non seulement la lumière solaire est considérée comme une lumière blanche, mais la couleur solaire est considérée comme une lumière qui envoie des rayons parallèles, ce qui peut, en première approximation, être considéré comme vrai, parce que le soleil, c'est quand même pas tout près, comme vous le dites, heureusement, sinon on ne ferait pas de vieux os. Donc vous voyez ici un cube, et vous voyez la projection au sol de ce cube ombré, hein, vous voyez l'ombre projetée, et bien entendu, cette espèce de petite chose par laquelle vous vous êtes senti libéré du dessin à plat parce que un jour vous êtes revenu à la maison sortant de l'école en disant « j'ai appris à dessiner un cube en 3 dimensions », dans le fond c'était assez naïf parce que évidemment ce cube en 3 dimensions sans son ombre, et vous voyez celui il ne l'a pas parce qu'on le ferait en grisé, ça serait beaucoup mieux, eh bien, évidemment, on s'aperçoit que ça manque cruellement à la représentation réaliste, entre guillemets, puisque c'est le but, d'un corps quelconque. Bon, là, c'est un cube parce que c'est la figure la plus simple, la figure de référence. Après, vous pouvez projeter tout ce que vous voulez, un icosaèdre ou plus, etc. Et vous amuser à mettre les ombres à la fois sur les faces et les ombres portées sur le sol. Donc, là encore, si vous voulez, la couleur et la non-couleur, ou l'absence de couleur, jouent leur rôle.
Et bien entendu, je ne pouvais pas, là aussi par goût, ne pas vous apporter cette œuvre, ne serait-ce que pour vous inciter à la méditation. C'est le philosophe méditant de Rembrandt. Pour une fois qu'on a un Rembrandt et un magnifique, vous pouvez toujours aller le voir au Louvre. Il est tout petit d'ailleurs, il n'est pas très grand, et c'est un grand tableau malgré tout. C'est un magnifique tableau, et vous voyez qu'il combine de multiples perspectives. Et vous voyez qu'il y a une arabesque. C'est-à-dire que cet escalier hélicoïdal, il n'y a pas de ligne, et les futuristes d'ailleurs italiens le diront dans les années 10, je veux dire 1910, que la recherche des lignes dynamiques, n'est-ce pas, est, je dirais, un des ingrédients essentiels du tableau. Et là, vous avez un type à la fois qui est complètement comme ça, dans sa méditation, pendant que sa servante attise le feu, c'est toujours comme ça, les hommes méditent, les servantes attisent le feu, et entre les deux, séparés, il y a une espèce de machin qui monte jusqu'au ciel, n'est-ce pas, et ce escalier hélicoïdal qui va installer un espace social, etc., de multiples espaces à l'intérieur de ce tableau. On peut dire d'ailleurs que le héros du tableau, c'est l'escalier. Je ne dirais pas que le tableau a l'esprit de l'escalier, mais je dirais c'est pas loin de là. Et puis, au premier rang, alors, au premier plan, vous avez cette zone d'ombre, n'est-ce pas, qui fait que le principe dont j'ai parlé tout à l'heure est complètement contredit. C'est le sombre et pas le noir, enfin le sombre qui est en avant, et c'est le clair qui est dans le fond. Et vous voyez la démonstration, à contrario de ce que je vous disais, c'est que le froid et le chaud, ils peuvent invertir leur rapport. C'est-à-dire que quand les rapports sont invertis, nous-mêmes, avec notre tête un petit peu complexe, eh bien, on rétablit d'une certaine manière l'ordre des choses. Mais, à vrai dire, la lumière du fond et le doré devraient faire saillir